Pour certains, le succès se mesure en euros. Pour Antoine Dubois, il se mesurait en fantômes. Et le plus terrifiant de tous était sur le point de lui prendre la main. Sous le ciel bas de Lyon, un novembre qui n'en finissait pas étendait son voile gris sur la ville. La pluie, fine et glaciale, semblait laver les couleurs des façades, ne laissant que le béton des tours de la Part-Dieu et la pierre sombre des vieux immeubles de la Croix-Rousse. C'était une atmosphère de secrets tus, de regrets enfouis, où la richesse la plus arrogante croisait chaque jour une pauvreté discrète, mais tenace. Regardez cette histoire jusqu'au bout. Puis, dites-moi dans les commentaires, en lui donnant une note de 0 à 10, ce qu'elle vous a inspiré. Et si elle vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte vraiment sur vous. Notre histoire commence au sommet d'une de ces tours de verre, dans un bureau panoramique qui dominait la ville. L'homme qui se tenait là, regardant la Saône serpenter comme une cicatrice sombre, était Antoine Dubois. La cinquantaine, le costume taillé sur mesure, le visage buriné par des années de batailles impitoyables. La presse économique l'avait surnommé « le requin de la Saône », et le titre lui allait bien. Parti de rien, d'un quartier populaire de Vèze, il avait bâti un empire immobilier à la force de son ambition. Une ambition dévorante qui avait tout consumé sur son passage, surtout les sentiments. Il vivait seul dans un penthouse ultramoderne avec une vue imprenable sur la colline de Fourvière. L'appartement était si impersonnel, si froidement décoré, qu'il ressemblait à un hall d'hôtel de luxe. Chaque soir, le même rituel. Il débouchait une bouteille de vin hors de prix, un grand cru dont il ne sentait même plus le goût, et le silence assourdissant de son palais de verre lui renvoyait l'écho de sa plus grande victoire, qui était aussi sa plus grande trahison. 20 ans plus tôt, il n'était pas seul. Il y avait Marc Fournier, son meilleur ami, son associé, son frère de cœur. Ensemble, ils avaient un rêve, un projet né dans un vieil entrepôt humide. Mais l'ambition d'Antoine était un acide. Pour s'emparer de leur projet commun, celui qui allait lancer sa fortune colossale, il avait dû écarter Marc, le briser. Il se répétait que c'était « les affaires », une excuse commode pour une conscience coupable. Mais chaque nuit, les fantômes venaient le visiter. Parfois, dans le secret de son bureau, il sortait de son portefeuille une vieille photo, pliée et usée par les années. Elle le montrait jeune, le sourire franc, le bras passé sur les épaules d'un autre jeune homme au regard pétillant de vie. Marc. Il caressait l'image du bout des doigts, un geste presque machinal, avant de la ranger avec une rage sourde, comme s'il voulait enfouir le souvenir au plus profond de lui-même. Mais les souvenirs sont tenaces, surtout ceux qui sont tachés de sang et de larmes. À quelques kilomètres de là, dans un autre Lyon, celui que les touristes ne voient jamais, une autre vie se déroulait. Une vie sans vue sur Fourvière, sans vin prestigieux. Au 4e étage sans ascenseur d'un immeuble décrépit, Sophie Fournier se battait pour ne pas sombrer. Veuve de Marc, elle enchaînait les petits boulots, le visage marqué par une fatigue qui ne la quittait jamais. Son appartement de 2 pièces était humide, mal chauffé, et sentait la misère et le désespoir. À ses côtés, une petite lumière brillait dans cette obscurité, sa fille de 6 ans, Léa. La petite avait de grands yeux sombres qui semblaient emporter toute la tristesse du monde. Elle possédait une maturité déconcertante pour son âge, une gravité qui n'aurait jamais dû se trouver sur le visage d'une enfant. Son plus grand trésor, son seul lien tangible avec ce père qu'elle avait à peine connu, était un petit lapin en peluche élimé, aux poils usés par les câlins et les larmes. Il s'appelait Pompon, et c'est son papa qui le lui avait offert. Léa gardait un secret que même sa mère ignorait. Elle avait une mémoire quasi photographique des rares moments passés avec son père. Elle se souvenait de l'odeur de son pull, un mélange de tabac froid et d'eau de Cologne bon marché. Elle se souvenait d'une berceuse qu'il fredonnait, une mélodie simple qui pouvait encore l'apaiser les nuits de cauchemar. Des détails infimes, précieux, que le chagrin avait effacés de la mémoire de Sophie. Leur malheur avait un visage. Il ne s'agissait pas seulement du souvenir de la trahison d'Antoine, mais d'une personne bien réelle. Stéphane, le frère de Marc. Un homme d'une 40aine d'années, au sourire faux et à l'air faussement protecteur. Officiellement, il aidait sa belle-sœur et sa nièce à gérer le maigre héritage laissé par Marc. Une petite assurance vie, disait-il, à peine de quoi survivre. En réalité, il était le gardien de leur prison. Stéphane les maintenait délibérément dans la précarité, détournant la majeure partie de l'argent de cette assurance vie dont il était le seul gestionnaire. Sa motivation était un poison lent,
une jalousie maladive envers son frère, même par-delà la mort, et une avidité sordide. Pour s'assurer que Sophie ne pose jamais les bonnes questions, il entretenait sa haine envers Antoine Dubois. Chaque difficulté, chaque facture impayée, chaque porte fermée était, selon lui, de la faute de cet homme qui avait volé la vie de son mari. Antoine était le monstre parfait, le bouc émissaire qui permettait à Stéphane de tisser sa toile en toute impunité. Sophie, épuisée, brisée par le deuil et les soucis financiers, croyait chaque mot. Sa haine pour Antoine était devenue le pilier chancelant sur lequel reposait sa vie. C'était plus simple de haïr un millionnaire lointain et inaccessible que de soupçonner le beau-frère qui lui apportait des croissants le dimanche matin. Ainsi, deux mondes coexistaient à Lyon sans jamais se toucher. Le monde d'Antoine, fait de verre, d'acier et de solitude dorée. Et le monde de Léa, fait de murs humides, de rêves brisés et de l'amour inconditionnel pour un lapin en peluche. Deux mondes séparés par un abîme de richesse, de mensonges et de culpabilité. Mais le destin, parfois, a une façon bien étrange de jeter des ponts là où on s'y attend le moins. Et il allait bientôt le faire, au milieu du bruit et des lumières d'un marché de Noël, avec les mots les plus simples et les plus dévastateurs qu'un homme comme Antoine Dubois puisse jamais entendre. La collision était inévitable. Elle a eu lieu sur la place Carnot, noyée sous les guirlandes lumineuses et l'odeur entêtante de vin chaud et de cannelle du marché de Noël. Antoine était là, non par choix, mais par obligation. Une opération de communication pour sa société, une de ses corvées mondaines qu'il détestait. Il se frayait un chemin dans la foule dense, le visage fermé, agacé par les rires, par la joie factice, pressé de retourner à la solitude aseptisée de son bureau. Il ne voyait que des obstacles, des corps anonymes ralentissant sa marche. Et puis, il a senti quelque chose. Une petite main, déterminée, qui s'agrippait à la jambe de son pantalon à 1 000 €. Surpris, il baissa les yeux. Une petite fille, pas plus haute que son genou, le regardait. De grands yeux sombres, intenses, qui semblaient le sonder jusqu'à l'âme. Elle tenait son lapin en peluche, Pompon, serré contre sa poitrine. Antoine ouvrit la bouche pour lui dire de lâcher, pour appeler ses parents, mais aucun son ne sortit. Dans le brouhaha des chants de Noël et des conversations, la voix de l'enfant s'éleva, claire et nette, comme une note de cristal dans une tempête. « Monsieur, vous ressemblez à mon papa décédé. » Le temps s'arrêta. Le monde autour d'Antoine se figea. Les lumières scintillantes devinrent floues. Les bruits de la foule s'évanouirent pour devenir un bourdonnement lointain. Il était seul, au milieu de cette place bondée, prisonnier du regard de cet enfant. Ce n'était pas une simple ressemblance qu'elle voyait. Dans ses yeux, Antoine ne vit pas son propre reflet, mais celui de Marc. Le regard de son ami, juste avant qu'il ne le trahisse. Le regard plein d'espoir et de confiance qu'il avait anéanti. C'était un choc électrique, une décharge de culpabilité pure qui lui paralysa les membres et lui coupa le souffle. Il était incapable de bouger, incapable de parler. 20 ans de murs, de défense, de justification, venirent de s'effondrer en une seule phrase. « Léa, mon Dieu, je suis désolé. » Une femme surgit de la foule, le visage paniqué. C'était Sophie. Elle attrapa doucement le bras de sa fille. « Lâche-le, monsieur, ma chérie. Excusez-la, monsieur, je ne sais pas ce qui lui a pris. » Elle n'osa même pas lever les yeux vers cet homme si richement vêtu, supposant son irritation. Elle tira Léa, qui ne quittait pas Antoine des yeux. L'enfant lâcha son pantalon, mais son regard resta accroché au sien, un regard d'une tristesse infinie. Puis, elles disparurent dans la marée humaine, laissant Antoine seul, pétrifié, une main d'enfant fantôme encore agrippée à sa jambe. Il resta là, immobile, pendant ce qui lui parut une éternité. Les gens le bousculaient, mais il ne sentait rien. Le requin de la Saône, l'homme qui ne reculait devant rien, venait d'être terrassé par une fillette de 6 ans. Son instinct de prédateur lui hurlait de fuir, d'oublier, de classer l'incident comme une coïncidence bizarre. Mais c'était trop tard. La brèche était ouverte. Le fantôme de Marc, qu'il avait tenté d'enterrer sous des montagnes d'euros, venait de se réveiller. Et il avait les yeux de sa fille. Lentement, comme un automate, il quitta la place, annulant ses rendez-vous, et retourna dans son penthouse. Il ne toucha pas à son vin ce soir-là. Il se contenta de fixer la ville illuminée, sans la voir. La rencontre avait ravivé la plaie, et cette fois, elle saignait abondamment. Le lendemain matin, la décision était prise.
L'homme d'affaires en lui avait repris le dessus, mais avec un nouvel objectif. Il ne pouvait pas approcher cette femme et cet enfant directement. Il ne savait même pas leur nom. Il fit ce qu'il faisait toujours lorsqu'il voulait des informations. Il engagea le meilleur. Un détective privé, un ancien policier réputé pour sa discrétion et son efficacité. Les instructions étaient simples. Trouvez une femme et une petite fille vues hier au marché de Noël de la place Carnot. La petite s'appelle Léa. Je veux tout savoir, discrètement. L'attente fut une torture. Chaque heure qui passait était un supplice. Antoine n'arrivait plus à se concentrer. Pendant les réunions, il voyait le visage de Léa. Le soir, dans son lit, il entendait sa voix. Il avait affronté des concurrents redoutables, des banquiers hostiles, des politiciens corrompus. Mais rien ne l'avait préparé à cette guerre-là, celle qui se menait à l'intérieur de lui-même. 3 jours plus tard, le détective le rappela. Il avait un dossier. Antoine le reçut dans son bureau, le cœur battant à tout rompre. Le dossier était fin, mais chaque page était une déflagration. Le nom de la femme était Sophie Fournier, veuve de Marc Fournier. La confirmation le frappa comme un coup de poing. Ce n'était donc pas une coïncidence. C'était bien la fille de Marc. Son ami avait eu un enfant. Un enfant qu'il ne connaîtrait jamais. Mais ce n'était que le début du choc. Le rapport continuait. La version officielle, celle que la famille avait donnée, était que Marc était mort dans un tragique accident de voiture, il y a 5 ans. Une histoire simple, triste. Mais le détective était allé plus loin. Il n'y avait aucune trace d'un tel accident dans les archives de la police ou des assurances. La vérité était bien plus sordide, bien plus cruelle. Marc Fournier n'était pas mort sur la route. Il était mort d'une crise cardiaque, seul dans son petit appartement, quelques mois seulement après qu'Antoine l'ait ruiné. Il avait tout perdu, son entreprise, sa dignité, et finalement, sa vie. La honte avait poussé la famille à inventer cette histoire d'accident, pour préserver un semblant d'honneur. Antoine sentit l'air lui manquer. Marc n'était pas seulement une victime de la dure loi des affaires. Il était mort de chagrin, de stress, d'humiliation. Il était mort à cause de lui. La culpabilité n'était plus un fantôme abstrait. C'était un monstre de chair et de sang qui lui broyait les entrailles. Il tourna la page suivante, les mains tremblantes. Le rapport détaillait la vie actuelle de Sophie et Léa. L'adresse dans cet immeuble insalubre. Les petits boulots mal payés de Sophie. Les dettes qui s'accumulaient. Des photos volées montraient leur quotidien. Sophie, le visage creusé par la fatigue, sortant d'un supermarché avec des sacs bon marché. Léa, jouant seule dans une cour d'immeuble grise. L'image de cette misère, si crue, si réelle, contrastait violemment avec le luxe qui l'entourait. Le marbre sous ses pieds, la vue panoramique, l'art contemporain au mur. Tout cela lui parut soudain obscène, grotesque. C'était le prix du sang de son meilleur ami. L'action, c'était la seule chose qui pouvait anesthésier la douleur. L'homme d'affaires en lui, le prédateur, reprit le contrôle. La culpabilité était un poison, mais l'inaction était une agonie. Il ne pouvait pas remonter le temps, il ne pouvait pas ramener Marc à la vie, mais il pouvait agir sur le présent. Il pouvait effacer la misère qu'il voyait sur ses photos. Son premier réflexe fut celui d'un millionnaire. Régler le problème avec de l'argent. Beaucoup d'argent. Il contacta son avocat le plus discret et mit en place un plan. Une fondation caritative peu connue, qu'il finançait secrètement, allait contacter Sophie Fournier. Le prétexte, un don exceptionnel accordé aux familles monoparentales en grande difficulté, sélectionné au hasard. Une somme qui changerait sa vie. De quoi acheter un appartement décent, payer les études de Léa, et ne plus jamais avoir à compter chaque centime. C'était propre, anonyme, efficace. C'était une solution à la Dubois. Quelques jours plus tard, l'avocat le rappela. Sa voix était tendue. Elle a refusé. Antoine crut mal entendre. Refusé? Comment ça, refusé? Personne ne refuse une telle somme. L'avocat soupira. Elle a été très claire, monsieur Dubois. Elle a dit, et je cite, « Je ne veux pas de la charité des assassins de mon mari. » Puis elle a raccroché. La phrase le gifla. Assassin, au pluriel. Comment pouvait-elle savoir? C'était impossible. L'anonymat était total. Mais Antoine avait oublié une pièce sur l'échiquier. Une pièce venimeuse. Paniquée et confuse par cet appel inespéré, le premier réflexe de Sophie avait été d'appeler Stéphane. Son protecteur, son conseiller. En entendant l'histoire, le visage de Stéphane s'était décomposé, non pas de joie, mais de pure terreur. Il avait immédiatement compris. Dubois. C'était forcément lui.
Le requin sentait le sang et tournait autour de sa proie. Sa manipulation fut un chef-d'œuvre de cruauté. « Tu vois, Sophie? Je te l'avais dit », lui avait-il soufflé d'une voix faussement protectrice. « Il sait que nous existons. Cet argent, ce n'est pas de la charité. C'est le prix du silence. Il veut acheter notre deuil, s'assurer que nous ne parlerons jamais. Si tu acceptes, tu vends la mémoire de Marc. » Puis il avait porté le coup de grâce, son arme ultime. « Et si tu entres en contact avec cet homme, si tu le laisses s'approcher de Léa, je te jure, Sophie, que je demanderai sa garde. On dira que tu es une mère instable, influencée par l'assassin de ton mari. Tu la perdras. Est-ce que c'est ça que tu veux ?» La menace était si monstrueuse, si impensable, qu'elle paralysa Sophie de terreur. Perdre Léa était sa plus grande peur, une peur bien plus forte que la faim ou le froid. Elle avait donc suivi les instructions de Stéphane, récitant la phrase qu'il lui avait dictée au téléphone, le cœur en miettes. Dans sa tour de verre, Antoine comprit qu'il avait sous-estimé la situation. Ce n'était pas seulement de la haine, c'était un mur, un barrage construit brique par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un ne pouvait être que Stéphane Fournier. La haine de Sophie était trop parfaite, trop bien entretenue pour être entièrement naturelle. Il rappela le détective privé. La mission changea. Oubliez la femme et l'enfant. Je veux tout sur le frère. Stéphane Fournier. Ses finances, ses relations, ses dettes, ses secrets. Retournez chaque pierre. Je veux savoir pourquoi il les maintient dans cette cage. L'enquête reprit, plus profonde, plus incisive. Le détective, sentant l'importance de l'affaire, mit toutes ses ressources en œuvre. Et ce qu'il découvrit dépassait l'entendement. Il ne s'agissait pas de simple négligence ou de mauvaise gestion. C'était un crime, froid et calculé. La première pièce du puzzle fut une assurance vie. Marc, malgré ses difficultés, avait continué à payer une petite assurance vie pour sa fille. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour leur assurer un nouveau départ. Stéphane, en tant que gestionnaire désigné par un Marc affaibli et dépressif, avait touché l'argent. Mais au lieu de le donner à Sophie, il l'avait placé. Pas sur un compte au nom de Léa, mais sur des comptes d'investissement à son propre nom. Des placements risqués, des opérations boursières. Il donnait des miettes à Sophie chaque mois, lui faisant croire que c'était tout ce qu'il restait, tout en jouant avec l'avenir de sa nièce, pour satisfaire sa propre avidité. La trahison n'était pas seulement celle d'Antoine. C'était une trahison familiale, intime, qui se jouait chaque jour dans l'ombre. La deuxième révélation fut encore plus sombre. Le détective dénicha des documents bancaires, des relevés de comptes qui parlèrent d'eux-mêmes. Stéphane n'avait pas seulement volé l'héritage de Léa. Il avait contracté des dettes au nom de Marc après sa mort, utilisant de vieux papiers, falsifiant des signatures pour obtenir des crédits à la consommation qu'il n'a jamais remboursés, ruinant encore davantage le nom de son propre frère. Il avait sali sa mémoire pour quelques milliers d'euros. Quand Antoine reçut le dossier final, il le lut en silence dans son bureau, tandis que la nuit tombait sur Lyon. Chaque page était une descente de plus dans la noirceur de l'âme humaine. La jalousie maladive de Stéphane envers un frère plus brillant, plus aimé, même dans la mort. Son avidité sordide. Sa manipulation psychologique perverse sur une femme vulnérable. Ce n'était plus une histoire de culpabilité passée. C'était un crime en cours. Une petite fille et sa mère étaient les otages d'un monstre. La culpabilité en lui ne disparut pas, mais elle se mua en autre chose. Une rage froide, déterminée, une fureur glaciale. Il regarda par la fenêtre le chantier de sa nouvelle tour, ce monument de verre et d'acier construit sur les ruines du vieil entrepôt, où tout avait commencé avec Marc. Pendant des années, il avait vu ce chantier comme le symbole de sa réussite. Ce soir-là, il le voyait pour ce qu'il était. Le tombeau de leur amitié, une insulte arrogante à la mémoire de son ami. Et il savait ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait plus de réparer le passé avec de l'argent. Il s'agissait de détruire le présent de Stéphane pour offrir un futur à Léa. La guerre n'était plus contre des fantômes, elle était contre un homme de chair et de sang, et Antoine Dubois n'avait jamais perdu une guerre. Mais cette guerre-là ne se gagnerait pas avec des bulldozers et des contrats, mais avec la vérité. Une vérité si explosive qu'elle risquait de le détruire lui aussi. Antoine passa les 2 jours suivants reclus dans son bureau, non pas pour travailler, mais pour élaborer une stratégie. Il avait les preuves, les relevés bancaires, les témoignages. Mais il ne pouvait pas simplement les jeter à la figure de Sophie. Elle était une victime, mais une victime qui le haïssait. Stéphane l'avait empoisonnée pendant des années,
faisant de lui le monstre responsable de tous ses maux. Si Antoine se présentait comme un sauveur, elle le verrait comme un manipulateur. Il devait trouver un autre chemin. Un chemin qui passerait non pas par la mère, mais par la fille. Il savait que c'était risqué, peut-être même moralement discutable. Mais il n'avait pas le choix. Grâce au rapport du détective, il connaissait leurs habitudes. Il savait que chaque après-midi, si le temps le permettait, Sophie emmenait Léa dans un petit square près de chez elle. Un parc modeste, avec une balançoire rouillée et un bac à sable à moitié vide. C'était là qu'il devait aller. Pas en tant que millionnaire, pas en tant que requin de la Saône, mais en tant qu'homme. Juste un homme. Il troqua son costume sur mesure pour un jean et un simple pull en cachemire sombre. Il laissa sa berline de luxe au garage et prit un taxi, se faisant déposer à quelques rues de là. Il se sentait étranger, vulnérable. Le square était exactement comme sur les photos, gris, un peu triste, balayé par un vent froid. Il s'assit sur un banc, le cœur battant, se sentant ridicule et déplacé. Il attendit. 1 heure passa. Il faillit abandonner, se disant que son plan était insensé. Et puis, il les vit arriver. Sophie, emmitouflée dans un vieux manteau, tirant Léa par la main. L'enfant courait presque, son lapin pompon serré sous le bras. Antoine sentit sa gorge se nouer. Il ne bougea pas, se contentant de les observer de loin. Léa se dirigea directement vers la balançoire. Sophie la poussa doucement, le regard perdu dans le vide. Après un moment, Léa descendit et se mit à jouer près d'un arbre, traçant des formes dans la terre humide avec un bâton. Sophie était sur son téléphone, probablement en train de vérifier des offres d'emploi. C'était le moment. Lentement, Antoine se leva et s'approcha, non pas de l'enfant, mais de l'arbre, comme s'il se promenait simplement. Il garda ses distances, s'asseyant sur un autre banc, plus proche cette fois. Léa leva les yeux. Elle le reconnut immédiatement. Un petit froncement de sourcils traversa son visage. Elle ne dit rien, mais elle ne le quitta plus du regard. Antoine sentit son courage l'abandonner. Que pouvait-il bien dire? C'est Léa qui brisa le silence. D'une petite voix, elle demanda « Vous êtes triste, monsieur ?» La question, si simple, si directe, le désarma complètement. Il mit quelques secondes à répondre. « Oui, un peu. » Léa s'approcha d'un pas. « Mon papa aussi, il était triste des fois. Maman dit que c'est parce que le monde est méchant. » Elle s'assit par terre à côté du banc et commença à habiller son lapin avec une feuille d'arbre. « Vous le connaissiez, mon papa ?» Antoine déglutit. « Oui, je l'ai connu. Il y a très, très longtemps. »« Il était gentil, » affirma Léa, comme pour le défier de dire le contraire. « Oui, » répondit Antoine d'une voix rauque. « Il était l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. » Un silence s'installa. Puis Léa lui raconta un souvenir, un de ces fragments de mémoire si précieux qu'elle gardait comme un trésor. « Une fois, il m'a emmené dans un château magique. C'était un très grand bâtiment, tout vide, où ça sentait la poussière et la pluie. Il y avait des pigeons qui volaient, tout en haut. Papa m'a dit, un jour, « Ma princesse, ici, on construira des maisons pour les gens qui n'en ont pas, et des ateliers pour les artistes qui font des belles choses. » Il m'avait soulevé très haut pour que je touche le plafond. En l'écoutant, Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. Le château magique. C'était leur vieil entrepôt, le berceau de leurs rêves. Marc n'avait jamais voulu construire un monstre de verre et d'acier pour les riches. Sa vision était sociale, humaine. C'était cette vision qu'Antoine avait volée, tordue, et transformée en un monument à sa propre cupidité. La voix de cet enfant venait de lui rendre le souvenir de l'homme qu'il avait été, et de celui qu'il aurait dû devenir. À cet instant précis, tout bascula. La culpabilité se transforma en une résolution de fer. Il ne s'agissait plus seulement de sauver Léa de Stéphane. Il s'agissait de sauver l'âme de Marc, de respecter sa mémoire, de faire ce qui aurait dû être fait 20 ans plus tôt. Il regarda Léa, qui le fixait avec ses grands yeux sombres, et il sut ce qu'il devait sacrifier. Pas son argent, son empire, sa réputation, son histoire. Pour prouver la fraude de Stéphane, il devait remonter à la source. Il devait révéler les origines de sa propre fortune. Admettre publiquement que le concept initial de son entreprise, le concept qui avait fait de lui le requin de la Saône, avait été volé à Marc Fournier. Cela signifiait un suicide professionnel, une chute en bourse, la méfiance de ses investisseurs, la perte de son statut. Il devait choisir entre son trône et sa rédemption. Grâce à une petite fille et au souvenir d'un château magique,
Le choix était fait. Il rentra à son bureau ce soir-là comme un homme nouveau. Un homme avec une mission. La première chose qu'il fit fut d'appeler son avocat principal. « Je veux que vous organisiez une réunion. Dans le bureau du notaire de la famille Fournier, sous le prétexte de finaliser la succession de Marc Fournier. Je veux que Stéphane et Sophie Fournier soient de présents. » Sans exception. L'avocat était perplexe, mais il obéit. La deuxième chose qu'il fit fut de se rendre dans le coffre-fort de son bureau. Il en sortit une vieille boîte à chaussures. À l'intérieur, parmi de vieux souvenirs, se trouvait une cassette audio. Une microcassette que Marc lui avait donnée juste avant leur dispute finale. Il ne l'avait jamais écoutée. La douleur était trop vive. Ce soir-là, il la plaça dans un vieux lecteur. La voix de Marc emplit le silence de la pièce, jeune, passionné, expliquant leurs projets, leur vision d'un immobilier à visage humain. Antoine pleura. Il ne pleura pas longtemps. Les larmes qui coulaient sur ses joues n'étaient pas celles du désespoir, mais d'une catharsis longtemps attendue. Elle avait 20 ans de mensonges qu'il s'était racontés à lui-même. En éteignant le lecteur, le silence qui retomba dans le bureau n'était plus oppressant. Il était plein d'une résolution nouvelle, froide et tranchante comme une lame d'acier. Le requin de la Saône était mort ce soir-là. À sa place se tenait un homme prêt à incendier son propre royaume pour honorer la mémoire d'un ami. L'étude du notaire, Maître Lefebvre, était un sanctuaire hors du temps, niché dans un vieil immeuble de la presqu'île. Les boiseries sombres, l'odeur de cire et de vieux papier, et le tic-tac régulier d'une horloge comtoise conféraient au lieu une gravité solennelle. C'était le décor parfait pour la mise à mort qui se préparait. Stéphane arriva le premier, tout sourire. Il portait un costume légèrement trop brillant, l'air d'un homme qui a réussi et qui vient régler une formalité. Il salua le notaire avec une familiarité déplacée, convaincu que cette réunion n'était qu'une étape de plus dans sa mascarade. Sophie arriva ensuite, le visage fermé, les épaules voûtées. Elle jeta un regard haineux à Antoine, déjà assis dans un fauteuil en cuir, parfaitement immobile. Sa présence ici était une torture, une concession qu'elle n'avait faite que sous l'insistance du notaire, un vieil ami de ses beaux-parents. Antoine, lui, était d'un calme olympien. Il n'y avait plus aucune trace de l'homme d'affaires impitoyable sur son visage. Juste une immense lassitude et une détermination sans faille. Le piège était tendu. Maître Lefebvre, un homme âgé à la chevelure blanche et au regard pénétrant, ouvrit la séance. « Merci d'être venu. Nous sommes ici, comme vous le savez, pour examiner certains points en suspens concernant la succession de M. Marc Fournier. » Stéphane se pencha en avant, faussement concerné. « Bien sûr, maître. Tout ce qui peut aider Sophie et ma nièce. » C'est alors qu'Antoine prit la parole. Sa voix était posée, sans aucune animosité. « Avant de parler de succession, Stéphane, j'aimerais que nous parlions de l'héritage. Pas l'héritage financier, l'héritage moral. » Stéphane eut un ricanement méprisant. « L'héritage moral, venant de vous, Dubois, c'est savoureux. Vous qui avez dépouillé mon frère de tout ce qu'il avait. »« C'est exact, » répondit Antoine sans ciller. « J'ai commis une faute impardonnable il y a 20 ans, une trahison. Mais ma dette, je la paierai moi-même. La question aujourd'hui, c'est de savoir ce que vous avez fait de son véritable héritage, sa femme et sa fille. » Antoine posa un dossier sur la table en acajou poli. Il le fit glisser vers le notaire. « Voici les relevés de compte de l'assurance vie de Marc. Et voici les relevés de vos comptes d'investissement personnels, Stéphane. » C'est étrange, les dates et les montants coïncidant parfaitement. Le visage de Stéphane blêmit légèrement, mais il se reprit aussitôt. Il éclata d'un rire forcé. « C'est ridicule, c'est une manipulation grossière. Regarde Sophie, jusqu'où il est prêt à aller pour se racheter une conscience. Il invente des preuves, il soudoie des gens pour salir la mémoire de mon frère. C'est l'homme qui a tué ton mari, et maintenant il veut détruire ce qu'il reste de sa famille. » Sophie était perdue. Les mots de Stéphane faisaient écho à la haine qu'elle avait nourrie pendant des années. C'était si simple de continuer à croire au monstre qu'elle connaissait. Pourtant, le calme d'Antoine, la gravité du notaire qui parcourait les documents, tout cela semait un doute terrible dans son esprit. « C'est faux, » murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour les autres. Stéphane s'enhardit, voyant qu'il pouvait encore la contrôler. « Bien sûr que c'est faux, ma chérie. Ne te laisse pas avoir par ce serpent. » Antoine le laissa parler. Il attendit que le silence retombe, lourd de mensonges. Puis, il sortit de sa mallette un petit lecteur de cassettes, un objet anachronique dans cette pièce.
Il le posa au centre de la table. Vous avez raison, Stéphane. Les papiers peuvent mentir. Les chiffres peuvent être manipulés. Mais une voix ne ment jamais. Il appuya sur le bouton « Lecture ». Après un léger grésillement, une voix emplit la pièce. Une voix jeune, vibrante de passion et d'espoir. La voix de Marc. Et ce ne sera pas juste une tour de plus, Antoine. Ce sera un lieu de vie, un endroit où les gens pourront créer, habiter dignement. On ne vend pas des mètres carrés, on construit un avenir. Le son de cette voix fut une déflagration. Sophie porta la main à sa bouche, un sanglot étranglé s'échappant de sa gorge. C'était lui, son Marc. Pas le souvenir brisé et dépressif des derniers mois, mais le jeune homme qu'elle avait aimé, celui qui rêvait de changer le monde. Les larmes se mirent à couler sur son visage, des larmes qui emportèrent des années de haine et de chagrin endurcis. Le notaire avait relevé la tête de ses papiers, le visage bouleversé. Il se souvenait de ce jeune homme passionné. Stéphane, lui, était livide. Il se leva d'un bond. « Éteignez ça, c'est un montage, une vieille cassette sans valeur. » Mais il était trop tard. Le sortilège était rompu. Sophie le regarda, et pour la première fois, elle ne vit plus son protecteur, mais un étranger au visage déformé par la panique. Antoine arrêta la cassette. « Cette voix, Sophie, c'est la voix de l'homme que j'ai trahi. J'ai volé son rêve et je vivrai avec cette honte jusqu'à ma mort. Mais cet homme, dit-il en pointant Stéphane du doigt, a fait bien pire. Il a utilisé votre douleur pour vous isoler. Il a volé l'avenir de votre fille, l'argent qui devait la protéger. Il a sali la mémoire de son propre frère pour quelques placements boursiers. » Acculé, cerné par le regard noyé de larmes de Sophie et le jugement silencieux du notaire, Stéphane explosa. Toute sa façade s'effondra, révélant la créature envieuse et médiocre qu'il avait toujours été. « Et alors » hurla-t-il, le visage congestionné par la rage. « Il le méritait. C'était toujours lui, le génie, le préféré de nos parents, l'homme aux grandes idées. Même mort, il fallait encore qu'il me fasse de l'ombre. Cet argent, c'était une compensation pour toutes les années où j'ai dû vivre dans son ombre. Vous ne comprenez rien. » Le silence qui suivit ces hurlements fut plus accablant que n'importe quelle condamnation. Dans cet aveu sordide, toute la vérité éclatait enfin, laide et pathétique. Sophie s'effondra sur sa chaise, le son de la voix de son mari résonnant encore dans ses oreilles, superposé aux hurlements abjects de son beau-frère. Le voile de la haine, si épais, si réconfortant dans sa simplicité, venait de se déchirer, révélant une vérité bien plus douloureuse. Elle n'avait pas seulement été trompée, elle avait été complice de sa propre misère, aveuglée par un chagrin que Stéphane avait méticuleusement sculpté en arme contre elle. Maître Lefebvre se leva, son visage habituellement impassible marqué par un profond dégoût. Il se tourna vers Stéphane, dont la rage s'était muée en une panique suintante. « Stéphane Fournier, » dit le notaire d'une voix glaciale qui ne laissait place à aucune discussion, « ce que vous venez d'avouer relève de l'abus de confiance aggravé, du faux et usage de faux, et de l'extorsion. Je vais immédiatement transmettre ce dossier au procureur. Je vous conseille de ne pas quitter la ville. » Stéphane balbutia, cherchant un soutien du regard, mais il ne rencontra que le vide. Sophie ne le voyait plus. Antoine le regardait avec un mépris calme, presque détaché. Vaincu, il se laissa tomber sur sa chaise, le corps vidé de toute son arrogance. Le petit homme envieux était enfin mis à nu. Antoine se leva à son tour, sans un regard pour Stéphane. Il s'approcha de Sophie, qui pleurait en silence, le visage entre les mains. Il posa doucement sur la table, à côté d'elle, une simple clé. « C'est la clé d'un appartement. Il est payé pour 1 an. Il est lumineux. Il y a un parc juste en bas. Allez-y. Recommencez. » Sophie leva vers lui des yeux rougis, embués de larmes et de confusion. La haine avait disparu, remplacée par un abîme de questions. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Parce que c'est ce que Marc aurait voulu » répondit simplement Antoine, avant de se tourner vers le notaire, de hocher la tête en signe de respect et de quitter la pièce sans un mot de plus. Il laissait derrière lui les ruines d'une famille, mais aussi les graines d'une reconstruction possible. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de conséquences. Stéphane fut rapidement mis en examen, et le procès qui s'ensuivit fut une formalité. Les preuves étaient accablantes, son aveu avait été entendu. Il fut condamné à une peine de prison ferme et à la restitution de l'intégralité des sommes détournées, avec dommages et intérêts.
Pour Sophie et Léa, la vie changea du tout au tout. L'argent récupéré leur permit de quitter définitivement l'appartement humide et de s'installer dans un quartier agréable. Pour la première fois depuis des années, Sophie pouvait respirer. Elle pouvait penser à l'avenir, pas seulement à la survie. Elle pouvait regarder sa fille jouer sans sentir le poids écrasant des factures impayées. Mais le changement le plus profond se produisit chez Antoine Dubois. Le monde des affaires assista, stupéfait, à la métamorphose du requin de la Saône. Il vendit une grande partie des parts de son empire, se retirant de la direction opérationnelle. Les journaux économiques spéculèrent sur une maladie, une crise de la cinquantaine. Mais la vérité était bien plus simple. Il ne voulait plus de cette vie. Avec les fonds colossaux qu'il avait récupérés, il créa la Fondation Fournier. Sa mission, inscrite dans les statuts, était simple et claire. Aider les petits entrepreneurs victimes de spoliation et soutenir financièrement leurs familles. C'était sa pénitence, sa façon de réparer, au centuple, le mal qu'il avait fait à un seul homme. Et puis, il y avait la tour, le symbole arrogant de sa trahison. Il annula le projet de luxe, provoquant un séisme chez ses investisseurs. À la place, il lança un nouveau programme, celui dont Marc lui avait parlé sur cette vieille cassette. Un projet mixte, avec des logements sociaux décents, des ateliers pour les artisans et les artistes, et un grand jardin partagé sur le toit. Il ne gagnerait presque pas d'argent avec, mais il regagnait quelque chose d'infiniment plus précieux. Quelques mois plus tard, un après-midi de printemps. Le soleil, enfin de retour sur Lyon, baignait la ville d'une lumière douce et dorée. Antoine n'était plus dans son penthouse froid, mais assis sur un banc, dans un parc verdoyant. Il ne portait pas de costume, juste un simple pantalon et une chemise. Non loin de là, Léa jouait sur une balançoire, poussée par une Sophie au visage apaisé. Le rire de la petite fille carillonnait dans l'air tiède. Après un moment, elle descendit et courut vers Antoine, un papier à la main. « Regarde, dit-elle en lui tendant un dessin. C'est nous. » Antoine prit la feuille. Les personnages étaient dessinés avec la simplicité touchante de l'enfance. Il y avait 4 silhouettes qui se tenaient en la main. À gauche, Sophie, avec un grand sourire. À côté d'elle, Léa. À droite, Antoine lui-même. Et entre Léa et Antoine, une 4e figure, plus pâle, avec des ailes dans le dos et un halo au-dessus de la tête. « C'est papa, » expliqua Léa. « Il est content maintenant. » Antoine sentit sa gorge se serrer. Il ne sourit pas, mais pour la première fois depuis 20 ans, les traits de son visage se détendirent complètement. Une vague de paix, profonde et réparatrice, l'envahit. Il avait perdu une fortune, un statut, un empire. Mais il venait de regagner son humanité. La vraie richesse n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on répare. Et parfois, le pardon le plus difficile à obtenir est celui qu'on doit s'accorder à soi-même. Alors que le soleil commençait à descendre derrière la colline de Fourvière, il perça les derniers nuages, illuminant toute la ville d'une lumière nouvelle, pleine de promesses. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Je m'efforce de vous apporter des récits comme celui-ci aussi souvent que possible pour éclairer vos journées. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires, en lui donnant une note de 0 à 10, ce que cette histoire vous a inspiré. Votre avis compte énormément pour moi. Je lis absolument tout.